Alors bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo, ça va être de reparcourir cette épreuve de concours blanc de chimie et de vous donner des conseils, des astuces et surtout des erreurs à ne pas commettre, des erreurs que souvent j'ai vues dans vos copies. Voilà, c'est une épreuve, c'est un sujet de 2014, c'est une épreuve qui couvre quasiment l'ensemble du programme de chimie des 2 années de prépa. Donc il y a plein de questions, et il y a énormément de questions de cours sur lesquelles vous pouvez gagner beaucoup de points facilement si vous avez travaillé votre cours, ce qui n'est pas encore le cas pour un certain nombre d'entre vous. Donc on y va. Première question, première série de 3 questions, ça va être sur ici la représentation de Lewis des atomes. Donc j'ai remodifié la question 1 et la question 2, et j'en ai enlevé parce qu'il y a eu des choses qui sont sorties du programme. Notamment la question 1, je l'ai traitée telle que je la comprends dans le programme, c'est-à-dire que vous devez savoir faire le lien entre la position dans un tableau périodique et le nombre d'électrons de valence. Ici, ce qui est sorti du programme, c'est d'établir la configuration électronique. Donc si vous savez le faire, établir la configuration électronique, très bien, ça vous permet de retrouver les électrons de valence. Et sinon, juste avec le tableau, c'est assez facile de le faire. Pour ça, on va... Alors, je vais ouvrir un tableau, ici, un tableau périodique. Voilà, ce tableau, hein, vous le connaissez bien. Il a été, ce tableau périodique, c'est assez facile comment il a été construit. Les colonnes correspondent à des éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence. Les électrons de valence, ça va être les électrons qui vont être responsables des liaisons chimiques et donc des propriétés chimiques des différents éléments. Donc dans la colonne 1, va y avoir un électron de valence, la colonne 2 va y avoir 2 électrons de valence, ici on a le bloc S, l'ensemble de ces 2 colonnes forme le bloc S. Ici on a le bloc D, c'est l'ensemble des 10 colonnes ici, j'en parlerai pas trop. Et on a le bloc F qui est ici, hein, à savoir que le tableau, vous pouvez le mettre en grand, si vous le mettez en grand, hein, un tableau, on ne le fait pas en grand pour des raisons de praticité, mais voilà à quoi il ressemblerait si on met ces éléments du bloc F à la place où il devrait être. Donc on le met bien sous forme réduite qui permet de l'imprimer sur une feuille A4 de manière simple. Donc ici vous avez le bloc D, et après, enfin, vous avez le bloc P. Et donc dans le bloc P, vous avez le beurre ici qui a 3 électrons de valence, ainsi que tous les autres éléments de la colonne. Le carbone, 4 électrons de valence, 5, 6 pour l'oxygène, 7 et 8. Et on voit que l'oxygène et le soufre, ils sont dans la même colonne, et donc ils ont tous les deux 6 électrons de valence. Donc voilà sur la première réponse à cette question. Et si vous le faites avec la configuration électronique, donc c'est assez facile de le retrouver avec la configuration électronique. C'est donc 1s2, 2s2. Donc là j'ai mis 4 électrons, on va le faire pour l'oxygène. 1s2, 2s2, 2p6, 2p4, pardon, pour l'oxygène. Et donc on retrouve bien que la couche 2 ici, n égale 2, n'est pas remplie. Donc c'est elle qui donne les électrons de valence, et donc il y a bien 2 plus 4, il y a bien 6 électrons de valence. Voilà, et beaucoup d'erreurs dans cette première question, avec j'ai eu notamment 4 électrons de valence. Alors sur la deuxième question, ici, sur la deuxième question, on devait trouver les nombres d'oxydation extrême du soufre, et pourquoi du soufre? Parce que le soufre, on va le voir après, il est hyper valent. Les nombres d'oxydation, c'est le nombre d'électrons que l'élément va pouvoir capter s'il est plus électronégatif, ou perdre s'il est moins électronégatif. Donc 6 électrons de valence, on voit que pour le soufre, qui est là, l'objectif, s'il est stable, ça va être de se rapprocher de l'argon, donc de gagner 2 électrons. S'il gagne 2 électrons, ça veut dire qu'il va avoir un nombre d'oxydation de moins 2. Et, ou alors, autre possibilité, pour avoir une couche pleine, donc avoir 8
avoir une couche pleine, ça va être de se rapprocher du néon. Mais dans ce cas-là, s'il se rapproche du néon, il doit perdre 1, 2, 3, 4... il doit perdre 1, 2, 3, 4, 6 électrons. Donc voilà, c'est le nombre d'oxydation. Les nombres d'oxydation, ça va être, vont varier entre le nombre d'oxydation de S, ça sera soit moins 2, dans ce cas-là, il va capter 2 électrons, ou le nombre d'oxydation extrême, pas ou, d'ailleurs plutôt et, deuxième nombre d'oxydation du soufre extrême, ça va être, dans ce cas-là, on a dit plus 6. L'anion usuel évidemment, l'anion qui va se former de manière préférentielle, ça va être celui qui va gagner 2 électrons. Hein. On voit que c'est plus simple d'un point de vue énergétique de gagner 2 électrons que d'en perdre 6. Donc l'anion usuel, ce sera S2-. Je vous rappelle qu'un électron s'est chargé négativement, ce qui là aussi a donné lieu à des erreurs. Alors la représentation de Lewis, là ça a été compliqué, hein, c'est une question qui a été difficile. Donc là, il faut savoir que l'oxygène a 6 électrons de valence, ça veut dire que en fait il va avoir 2 doublés non liants par sa configuration par défaut, avec 2 électrons célibataires ici, donc les doublés non liants, un trait en fait représente 2 électrons, donc on a bien, si je compte ici, on a bien 2 électrons, plus 1, 3, plus 2, 5, et enfin j'ai 6 électrons. Je fais pareil avec l'autre oxygène, je fais la question petit a, hein, le dioxygène. Donc je mets les deux ici, et donc on voit bien ici, c'est assez facile, que forcément les 2 électrons, chacun possède 2 électrons célibataires, donc ils vont s'apparier, et ce qui va donner en fait comme pour la molécule de O2, ça va être tout simplement quelque chose comme ceci. Ensuite, le deuxième chose que vous demandez, c'est un radical. Alors, un radical, c'est un électron célibataire. C'est un anion superoxyde à O2-. Et là, il y a des charges à mettre. On va les regarder, ces charges. Donc, en fait, c'est O2- et vous rajoutez un électron. Donc, je reprends la molécule de O2. Ici. Donc, en général, les doublés non liants, on les met à 45 degrés, mais c'est pas obligatoire ici. Donc vous en avez ici, ça c'est O2, et là c'est O2-. C'est tout simplement O2-, on lui a rajouté un électron. Il y a un atome ici qui va porter un électron, ça va être le deuxième oxygène, ici j'ai choisi, et il a une charge moins. Alors pourquoi il a une charge moins? Ça faut bien le comprendre. L'électron, on a dit l'oxygène a 6 électrons de valence. Regardez, il a combien d'électrons autour de lui? Il en a un ici, il en a les deux ici du doublé non liant, donc ça en fait 3. Les 2 du doublé non liant, ça lui en fait 5. Et là, à chaque fois, il en a un. La barre, en fait, c'est comme si vous aviez... Les 2 barres, à chaque fois, c'est comme si vous aviez 2 électrons. Donc, quelque chose qui est comme ça. Et donc, il a bien autour de lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Donc, il a bien une charge négative. Donc, voilà sur cet exemple, O2-. Donc, on va plutôt représenter avec une liaison ici covalente, une double liaison covalente. Alors l'ozone, c'est un peu le cas un peu le plus dur. Hein. Ceux-là, vous deviez pouvoir les avoir. L'ozone, c'est un peu difficile parce qu'en fait, il y a des charges partielles à mettre. Je vais mettre 3 oxygènes. Il faut savoir que les molécules avec des oxygènes ne seront jamais cycliques. Donc tous ceux qu'on représentait avec un cycle, c'est pas bon. Donc ici, forcément, ces oxygènes, ils sont reliés entre eux, donc il y a forcément une liaison avec les oxygènes. Donc là, j'ai placé 4 électrons. Il faut que j'en place, pour l'ozone, je dois en placer, donc il y a 3 oxygènes. Ces 3 oxygènes ont chacun 6 électrons de valence, donc je dois en placer 18. Donc je place ces 18 électrons. Je peux ici penser qu'il va y en avoir un qui va avoir un doublé non liant, une double liaison. Je vais essayer de refaire, je repars un peu sur le modèle du dioxygène,
Et ensuite, je dois placer. Donc là, j'ai placé combien d'électrons? J'en ai placé 2, 4, 6, 8, 10. Il nous en reste donc 8 à placer. Donc, les atomes doivent respecter la règle de l'octet. Donc, c'est-à-dire que les atomes, la règle de l'octet, surtout pour l'oxygène est obligé de la respecter. Le soufre, non, on va le voir après, le soufre, il est hyper valent. Il peut ne pas respecter cette règle de l'octet, mais l'oxygène qui est dans la deuxième ligne, tous les atomes qui sont dans la deuxième ligne respectent la règle de l'octet. Donc, à partir de cet oxygène ici, celui du milieu, regardez quand j'ai fait ça, je peux lui rajouter qu'une liaison. Donc en fait, l'idée, ça va être de lui rajouter une liaison là. Là, il va être bien entouré de 8 électrons. Regardez, si je compte les barres, il y en a 2, 4, 6, 8. 8 électrons autour de l'oxygène qui est central. Et donc, il manque encore à placer 6 électrons. Donc, je vais les placer sur le dernier oxygène, comme ceci. Et regardez, cet oxygène, comme dans le cas du radical anion superoxyde O2-, dans ce cas-là, regardez, il est entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Vous voyez qu'il a apporté 7 électrons, donc c'est-à-dire qu'il a une charge négative par rapport à l'oxygène qui a 6 électrons. Donc lui, il a une charge moins. Il respecte bien la règle de l'octet. Regardez, autour de lui, là, il y a bien 2, 4, 6, 8 électrons. L'oxygène central a 2, 4, 6, 8 électrons. Il respecte bien la règle de l'octet. Par contre, regardez, lui, il a apporté ses 2 électrons. Il en a apporté 1, ça fait 3, 4 et 5. Et donc, on voit qu'il en manque 1. S'il manque un électron, c'est qu'il a une charge plus. Voilà, donc c'est l'exemple le plus difficile ici, parce que en fait, cet ozone a des charges partielles. Vous êtes obligé pour le faire d'avoir des charges partielles. Après, c'est pas très compliqué, SO2, le dioxyde de soufre. Le soufre, vous allez le mettre au centre. C'est assez classique parce que vous avez 2 atomes d'oxygène, donc le soufre va être central. Ici, c'est comme CO2. C'est vraiment le même chose, donc c'est pareil que CO2. Le soufre ici, il faut juste faire attention, donc vous allez avoir à placer, encore une fois, 18 électrons. Comment on va les placer, ces 18 électrons? On va mettre les oxygènes avec des doublés non liants. Regardez, j'ai placé combien d'électrons? Souvent, il y en a plein qui ont répondu ça j'ai compté faux, parce que là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, il en manque 2 des électrons. Et c'est là où on voit que le soufre est hyper valent. Le soufre n'est pas obligé de respecter la règle de l'octet. Attention, l'oxygène, je répète, est obligé de la respecter. Regardez là, le soufre, j'ai lui rajouté un doublé non liant. Maintenant, il a donc autour de lui 2, 4, 6, 8 et 10 électrons. Et donc, le soufre, on dit qu'il est hyper valent. Voilà. Une fois qu'on a réussi à faire ça, après il reste le trioxyde de soufre. Le trioxyde de soufre, vous allez juste rajouter un oxygène ici à la place du doublé non liant. Donc ça va être quelque chose comme ça. Et là on voit bien le caractère hyper valent du soufre, puisqu'il ne respecte pas du tout la règle de l'octet. Quel est son nombre d'oxydation ici? On voit que non, je ne parle pas ici des nombres d'oxydation. Voilà, sur ces schémas de Lewis, il faut s'entraîner à refaire quelques schémas de Lewis simples, de molécules simples. Ici, l'ozone est un exemple qui est à connaître à mon avis, qui peut être demandé. Voilà, on passe à la suite. À la suite, c'est-à-dire aux questions. Question 1, 2, ça on a fait. Et oui, question 4, alors c'est une question qui en général a été assez réussie. Je reviens, vous l'avez bien traité, il faut faire un diagramme un peu simplifié de ce diagramme potentiel pH pour placer les espèces. Il faut raisonner sur le nombre d'oxydation. Et attention, j'ai vu des erreurs dans cette question 4, des erreurs on va dire, de rédaction. Le nombre d'oxydation que vous m'avez écrit, il y en a plein qui ont écrit que de MnOH2, comme ceci, était égal à plus 2. Ça, c'est faux. C'est pas du tout le nombre d'oxydation de MnOH2. Il est égal c'est une molécule qui n'est pas chargée, donc il est égal à 0, ce nombre d'oxydation. Par contre,
ce que vous vouliez dire, c'est que dans MnOH2, dans la molécule MnOH2, le nombre d'oxydations, alors à vous de trouver la méthode de le rédiger, mais le nombre d'oxydations du manganèse, c'est, après calcul, plus 2. Et donc on a quelque chose là ici qui est beaucoup plus cohérent. Vous pouvez le rédiger comme ça, vous mettez la molécule, vous mettez 2 points, le nombre d'oxydation du manganèse, vous mettez plus 2. Une fois qu'on arrive à faire ça, donc en bas ici c'est un nombre d'oxydation de 0, donc c'est le manganèse. Ensuite c'est le Mn, alors soit c'est Mn2+, soit c'est MnOH2. Il faut savoir que plus il y a des ions hydroxydes, des ions HO-, donc plus vous voyez de OH, plus l'espèce elle est basique, donc elle est à haut pH. Donc là ici vous allez avoir Mn2+, ici MnOH2, et puis après tous les nombres d'oxydation, donc là on est à plus 2 ici, et tous les nombres d'oxydation ici à plus 3, donc c'est-à-dire Mn3+, et Mn OH3 après calcul, si vous faites le calcul sur cette molécule, vous trouvez que le manganèse a un nombre d'oxydation de plus 3. Voilà, et alors, question qui a, je crois, jamais aussi, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 bonnes réponses. Peut-être vous avez été surpris par lecture graphique, c'est pas vraiment une lecture graphique, vous n'allez pas pouvoir trouver. Alors j'ai vu un peu de tout, mais on ne peut pas trouver un KS directement sur un diagramme potentiel pH. Ça représente le potentiel en fonction du pH, ça ne va pas vous donner de valeur de produit de solubilité. Ce qu'il fallait donc trouver le produit de solubilité de MnOH2. Alors on y va, c'est quoi un produit de solubilité? C'est une constante d'équilibre qui est associée à la dissolution de MnOH2. Donc j'écris la dissolution de MnOH2. MnOH2, quand il va se dissocier en Mn2+, plus 2HO-. Si je mets les états, lui il est solide, et tandis que forcément c'est des ions, ils sont forcément aqueux. Voilà l'équation de dissolution. On vous demande le produit de solubilité, on y va, on exprime c'est quoi ce produit de solubilité, alors qu'il s'appelle KS1. Par définition, ça sera la concentration, d'après cette équation de dissolution, de Mn2+, fois la concentration de HO-, et attention, lui il est au carré, puisqu'il y a un coefficient stoichiométrique de 2. Attention, ici, on le fait traditionnellement pas, mais bon, vous pouvez rajouter, évidemment, c'est une constante qui est adimensionnée, donc vous pouvez rajouter, dans ce cas-là, la concentration standard, qui doit être au cube ici, si on veut adimensionner, mais traditionnellement, quand même, on ne la met pas. Vous ne serez pas sanctionné, je pense, si vous ne la mettez pas. Donc voilà. Donc voilà la dissolution. Pourquoi par lecture graphique? La seule chose, on voit que donc en fait on va être à la frontière. Vous voyez là sur les deux espèces, on a MnOH2 et Mn2+, donc on est à la frontière ici entre ces deux espèces, et on est à la frontière, on peut lire à la frontière qu'on a un pH de 8,7. Très bien. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est KS égale 10 puissance moins 8,7, non, aucun rapport, on n'a pas le droit d'écrire ça. Par contre, je peux me servir de la définition de KS1 pour faire apparaître le pH, regardez, c'est vraiment facile. Mn2+, c'est la concentration de Mn2+, la concentration de HO-, elle est reliée au pH, pas directement, il y en a plein qui ont fait des erreurs, c'est le produit ionique de l'eau divisé par la concentration en H3O+. Je vous rappelle que le produit ionique de l'eau, c'est KE, ici que je peux marquer sur cette ligne-là. KE, c'est la concentration de HO-, le produit de la concentration de HO- et de H3O+. Et ça y est, on a terminé. En fait, vous avez une convention qui vous a été donnée. Vous savez que sur la frontière, ici, à la frontière, vous avez une concentration des espèces qui est de 10-2 mol par litre. Le produit ionique de l'eau, c'est à connaître. Vous voyez que je crois qu'il n'était pas rappelé dans le sujet, à vérifier.
mais vous voyez qu'on a un sujet dans lequel il n'était peut-être pas rappelé. Est-ce que je l'ai là? Le sujet. Si, il était rappelé dans le sujet, mais je vous conseille quand même de connaître cette valeur, hein. C'est une valeur qui est à connaître. Ici, il était bien rappelé dans l'énoncé. La concentration de H3O+, bah, c'est 10 puissance moins pH, donc 10 puissance moins 8,7. Et ça y est, hein, vous faites l'application numérique. Et attention, j'ai oublié le carré. D'accord, hein, ça, on n'oublie pas le carré. Et donc, si vous trouvez 10 puissance moins 12,6. Voilà, donc il n'y avait pas de... Vous voyez, c'est une question qui n'a pas été réussie et vous êtes... Je pense, hein, il y en a beaucoup qui peuvent la réussir. Il faut partir de ce qu'on connaît. Si on vous demande un produit de solubilité, tout de suite, là, le bon réflexe, c'est de d'écrire l'équation de dissolution de l'espèce qu'on vous demande, et après d'exprimer ce produit de solubilité. Ça, vous savez le faire normalement. Et là, normalement, comme vous allez voir que ça fait intervenir H-, si vous avez fait un peu de chimie, vous allez tout de suite avoir le réflexe pour transformer la concentration en ion H- par la concentration en ion H3O+. Et ça y est, maintenant on a trouvé le pH et on a fait le lien. Voilà sur ça. Ici, on arrive à la question 6. Question qui... On vous donnait 2 potentiels standards et il fallait retrouver le potentiel standard d'un autre couple. Alors ça, j'ai été extrêmement déçu parce que c'est une question qu'on a traitée en cours il n'y a pas très longtemps et quasiment personne n'a su vraiment bien la refaire. Quelques-uns hein, quand même, mais voilà. Donc on vous donne, là aussi on y va vraiment étape par étape. On vous donne le potentiel standard que je vais noter équation 1 qui est associée à Mn2 plus Mn. Donc j'écris la demi-équation entre Mn2 plus et Mn, c'est-à-dire Mn2 plus 2 électrons donne Mn. Je vais pas mettre un signe égal, comme c'est une demi-équation, je vais plutôt mettre, pardon, je vais pas mettre une flèche, je vais plutôt mettre un signe égal. C'est égal à Mn, je mets pas ici c'est des demi-équations, je vais pas mettre pour aller un peu plus vite, l'état des espèces. Donc ici, l'équation qui est associée au potentiel standard E2, c'est l'équation 2, donc plus 3 électrons donne Mn. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est l'équation 3. Et l'équation 3, c'est entre Mn3+, et Mn2+, il faut trouver son potentiel standard. Donc j'écris la demi-équation entre Mn3+, et Mn2+. Hop, donc là, je vois que je dois rajouter un électron. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup ont essayé de le faire, on se souvenu. Hein. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que, regardez, hein, en fait, l'équation 3, c'est l'équation 2. Et puis, en fait, il faut enlever ce Mn hein, dans l'équation 2, donc vous faites l'équation 2 moins l'équation 1. Et là, ce que vous n'avez pas réussi à refaire, et il faut savoir le refaire, c'est il faut passer par l'enthalpie libre standard de réaction, le delta Rg. Donc j'exprime le delta Rg standard de cette équation 1. En oxydoréduction, c'est moins le nombre d'électrons, ici il y en a 2, donc moins 2 fois la constante de Faraday. La constante de Faraday, c'est la charge d'une mole. Et donc c'est 96 500 coulombs par mol, fois le potentiel standard qu'on vous donne ici, qui vaut moins 1,17 volts. Vous faites pareil avec delta R G02, c'est-à-dire ça fait moins, ici il y a 3 électrons, donc moins 3 F standard 2, et enfin pareil avec delta RG03, ici il n'y a que 1 électron, donc c'est moins F E03. Et donc ça y est, c'est terminé. Vous savez que d'après cette équation, donc le potentiel standard, vous savez, justement, c'est l'erreur à ne pas commettre, vous savez que l'enthalpie libre standard de réaction de l'équation 3, c'est égal à l'enthalpie libre standard de réaction de l'équation 2, moins l'enthalpie libre standard de la réaction de l'équation 1.
Et enfin, quand vous mettez tout ça, les F vont se simplifier, les moins aussi. Vous allez trouver que le potentiel standard, c'est égal à 3 fois le potentiel standard 2. Donc le potentiel standard de la demi de Mn entre Mn3+ et Mn2+, moins 2 fois le potentiel standard de 1. Voilà ce qu'il fallait montrer ici, et ce qui a très peu été réussi. Vraiment, ça, il faut savoir le faire. Vous aurez probablement, là aussi, c'est des questions très probables qui peuvent tomber le jour de l'écrit. Et donc, si vous faites l'application numérique, vous trouvez 1,50 volts. Évidemment, c'est la même chose que la valeur obtenue par lecture graphique. Par lecture graphique, attention, je reviens quand même un peu parce que j'ai pas donné de points pour cette lecture graphique. Parce qu'elle est assez simple à faire, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que sur ce diagramme, potentiel pH, vous allez lire les potentiels et non pas les potentiels standards. Mais ici, on est dans un cas particulier, donc ici, c'est entre Mn3+ et Mn2+, ici. Donc je lis le potentiel, là je vais lire E et non pas E standard, mais il se trouve que à la frontière, comme les deux espèces sont aqueuses, leur concentration va être égale à la frontière, et en fait vous allez avoir égalité entre le potentiel et le potentiel standard. Mais on fait attention, vraiment ici, ce que vous allez lire, c'est pas le potentiel standard, c'est le potentiel. Donc là aussi, il y a une petite justification qui est dans le corrigé. Il faut bien dire que sur la frontière, il faut avoir égalité des concentrations pour que le potentiel soit égal au potentiel standard. Voilà. Et bien on enchaîne sur la question 7. Alors la question 7, là aussi, ça n'a pas été... je vais effacer. La question 7, ça n'a pas du tout été réussi. Et pourtant, il n'y a pas de grosses difficultés. C'est une question classique. Ce qu'on vous donne, c'est... On vous donne un couple, et on vous demande, il faut trouver la pente de la frontière. Donc pour ça, il faut écrire Nernst. Et là, il y a eu pas assez de bonnes réponses, encore une fois, sur cette épreuve. Il ne faut pas être déstabilisé, il faut vraiment faire sur ce qu'on connaît. Donc on me donne deux espèces. Ce que je sais faire, c'est écrire la demi-équation entre ces deux espèces. Donc ça, c'est égal à MnOH3. Vous mettez les espèces de chaque côté du signe égal. Et après, on équilibre. Donc j'équilibre tout ce qui n'est pas oxygène et hydrogène. Là, c'est le manganèse, c'est déjà équilibré. Ensuite, j'équilibre les oxygènes avec de l'eau. Donc plus H2O. Et enfin, j'équilibre... donc là, j'ai bien... pardon, parce qu'il y a un petit problème. Hop, bah oui, le H2O, je sais pas ce que je lis en même temps. Mais évidemment, l'oxygène, il y a 3 oxygènes à droite, donc je vais en mettre... je vais inverser ici, pour avoir la forme que l'on connaît avec l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Mais peu importe, donc je vais mettre 3 et 2. Donc je mets de l'eau, ici, j'équilibre les oxygènes, donc 3 oxygènes à droite, 3 oxygènes à gauche, on est bon. On équilibre les hydrogènes, il y en a 4 à droite et il y en a uniquement 3 à gauche, donc il me faut que je rajoute un H+, et un électron. Et donc là, j'exprime le potentiel, je faut trouver la pente, donc j'exprime le potentiel de ce couple, donc j'arrive au le potentiel, formule de Nernst, c'est égal au potentiel standard, plus 0,06 sur le nombre d'électrons, ici il y en a 1, donc 0,06 sur 1, c'est-à-dire 0,06, log. On y va, ici je remarque les espèces, ici ça c'est solide, ça c'est l'eau, c'est le solvant, c'est donc un liquide, et les H+, c'est aqueux. Et donc, vous allez écrire les activités, je vous rappelle, c'est l'activité de tout ce qui est du côté des oxydants, divisé par l'activité de tout ce qui est du côté des réducteurs. L'activité de MnOH3, ça vaut 1, de même que l'activité de MnOH2, et l'activité de H2O. Donc, ce qui vous reste, c'est uniquement l'activité de H+. Et l'activité de H+, c'est quoi? Donc ça, c'est le potentiel standard, plus 0,06
0,6 log de la concentration de H+, sur la concentration standard. Et ça y est, c'est terminé, puisque vous savez que le pH, c'est moins log, donc ça fait le potentiel standard moins 0,06 pH. Donc la pente, on conclut, hein, sur vos copies, je vois pas assez de conclusions, c'est la pente est de moins 0,06 volts par unité de pH. Si vous voulez mettre les unités, il faut mettre les unités, hein, par unité de pH. Voilà sur cette question 7. Question 8, elle a été majoritairement réussie. Question de cristallographie. Je passe dessus, hein, j'ai pas grand chose à dire. J'ai mis les points du moment que la réponse était bonne et que c'était à peu près justifié. Vous n'êtes pas obligé de faire le calcul, hein. Vous pouvez reconnaître que ça c'est un cubique face centré, ça c'est un cubique centré. Donc il faut le faire par cristallographie, regarder et calculer la compacité. On continue sur cette épreuve. On arrive à la question 9. Et là c'est la grosse déception, hein. Grosse déception parce que personne, en tout cas beaucoup trop peu d'entre vous ont réussi à la traiter. C'est une question de cours et là c'est des points faciles, hein. Sur cette question 9, j'ai mis plus de 4 points, hein. Il suffit juste d'écrire le sujet, rappeler ce que c'était les couples de l'eau, hein. Dans cette question 9, vous rappelez les potentiels standards des couples de l'eau. Il n'y a franchement là pas de difficulté. Encore une fois, c'est toujours la même méthode. J'exprime la demi-équation, donc je vais m'intéresser au couple H plus H2. J'exprime la demi-équation et j'exprime le potentiel de Nernst. Et ce qu'on vous dit, et c'est du cours, hein, c'est à connaître, donc le potentiel qui s'appelle 4 ici dans ce sujet, donc c'est égal au potentiel standard, plus 0,06 sur 2 log de l'activité de l'oxydant, de tout ce qui est du côté de l'oxydant. Donc ici c'est la concentration de H+, puisque c'est aqueux, hein, c'est forcément aqueux, H+ au carré divisé par la concentration standard au carré, divisé par la pression partielle de H2. Et donc je mets la pression standard pour adimensionner le tout. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une pression, et le sujet de rappeler, hein, mais c'est à connaître, que la pression sur la frontière, c'est 1 10 puissance 5 pascal, 1 bar, c'est égal à la pression standard. Donc vous avez ici ce terme-là qui est égal à 1. Là, le terme, ça c'est égal à 1. Et donc après, ça y est, on reconnaît, hein, vous avez log de H+ au carré, je sors le carré, et vous avez donc E04 moins 0,06. Le 2 va s'annuler avec le 2, donc il vous reste moins 0,06 pH. Et donc, vous faites pareil avec le 5, vous trouvez aussi une pente, là aussi, c'est 2 questions sur les pentes, une pente de moins 0,6 pH. Donc après, on trace. Alors je vais tracer. Ici, le potentiel standard du couple H plus H2, c'est 0, ça a été rappelé, mais c'est à connaître. Et vous voyez que vous devez faire quelque chose qui doit être... On a trouvé que la pente était... il y a plein de manières de le faire, mais que la pente était identique à l'autre pente, ici, qu'on voit sur le diagramme. Donc vous devez faire parallèle, sinon vous mettez... vous mettez quoi? Vous allez... Oups. Alors là, je dois annuler. Sinon, vous calculez 0,06 pH, vous mettez à 10 pH ici, donc ça doit passer par ce point-là. Donc après, il suffit de faire une droite qui passe par ce point-là, et on est bon. Et après, l'autre, vous commencez à 1,23, donc on commence ici, et c'est la même pente. Donc je ne corrige pas, et donc 1,23 moins 0,6. Donc vous allez arriver à peu près 0,5, à peu près à ici, et vous allez pouvoir tracer tranquillement votre diagramme. C'est super important de l'avoir fait sur l'annexe, hein, ceux qui veulent traiter le sujet, parce que les questions difficiles, elles arrivent là maintenant. On va y revenir un peu sur ces questions difficiles. Je ne vais pas tout rebalayer, mais au moins que vous compreniez le principe. On essaiera de se faire un exercice d'entraînement d'ici la fin de l'année
et après je mets les espèces. Donc là j'ai H2, H2O, O2. Voilà, diagramme à connaître par cœur. C'est le diagramme potentiel pH de l'eau. Je vais remettre en noir les espèces qu'on avait déterminées. Donc ici, on avait déterminé le manganèse. Ici, on avait Mn2+, MnOH2, MnOH3, parce que les questions difficiles, elles arrivent, les questions Mn3+. Les questions suivantes dans ce sujet, je vais essayer de garder ce diagramme. Les questions suivantes dans ce sujet, c'est un dosage indirect par la méthode de Winkler. Donc c'est une méthode qui est assez classique en chimie. Alors un dosage indirect, en fait c'est un dosage, donc l'objectif de ce dosage c'est de connaître la concentration en dioxygène, en O2 dans de l'eau. Mais vous n'allez pas directement doser le dioxygène. Souvent on fait ça parce qu'en fait on n'a pas trouvé de réactif qui satisfassent les conditions du dosage, c'est-à-dire rapide, unique et total. Donc en fait on va le faire réagir avec une autre espèce et après c'est cette autre espèce qu'on va doser. Alors ce qu'on vous dit c'est que dans cette première étape on ajoute du chlorure de manganèse. Ici, hop, je vais essayer de souligner du chlorure de manganèse, donc c'est des ions Mn2+, et des ions Cl-, mais ça on n'en parle pas. Et pour rendre le milieu basique, ça c'est super important, regardez, on va essayer de voir comment ça se passe sur le diagramme potentiel pH. Question 10, il fallait trouver une équation indiquer sous quelle forme le manganèse se trouve en milieu basique avant oxydation. Et bien vous prenez le diagramme potentiel pH, vous avez ajouté des ions Mn2+, ici. Vous êtes en milieu basique, qu'est-ce qui s'est passé? Ces ions Mn2+, ils ne sont pas restés sous cette forme, ils sont restés sous la forme MnOH2. Donc en fait ce que vous avez en milieu basique c'est MnOH2. Avant, ici c'est avant oxydation. Maintenant, vous avez dans votre eau, vous avez du dioxygène. Regardez, le dioxygène, il est là. Le dioxygène, hop, je vais remettre ici, sa prédominance, c'est ici, là. C'est dans toute cette partie-là. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème, enfin un problème, non, vous avez une réaction, puisque si vous mélangez du dioxygène avec du manganèse, qui, lui, le manganèse, ici, MnOH2, prédomine là, vous n'avez pas de frontière commune. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une réaction pour former quoi? Pour former de l'eau et former du MnOH3. Donc voilà ce qu'on va avoir ici, en fait, parce que si je forme du MnOH3, ici, je vais avoir bien un domaine commun avec le dioxygène. Donc question 10, elle est ici. Indiquer sous quelle forme se trouve le manganèse, on l'a dit, donc ce qui est attendu c'était MnOH2. Préciser la nature du précipité brun après oxydation, donc c'est du MnOH3, forcément. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, dans la suite de la question, c'était une équation pour la réaction d'oxydoréduction. Alors la question était un peu difficile, la question 10, en tout cas sur la dernière partie de la question, parce qu'on est en milieu basique, donc il faut réécrire. Je sais que MnOH2, j'ai bien compris avec mon diagramme potentiel pH, il va se transformer en MnOH3, parce qu'il a une frontière commune avec le dioxygène. Là où ça va être un peu délicat ici, donc je vais équilibrer cette équation. Donc j'équilibre tout ce qui est pas oxygène, hydrogène, donc le manganèse est équilibré. Je vais rajouter ici de l'eau, puisque je vais équilibrer les oxygènes. Et là, je vais rajouter des H+, et un électron. Et là, je crois que c'est équilibré, j'ai bien 4, 4, c'est bon. Mais on est, et là, il faut faire attention, on est en milieu basique. Donc là, si on est en milieu basique, ça c'est la forme en milieu acide. L'astuce pour passer en milieu basique, c'est
de neutraliser les ions H+, avec des ions HO-. Donc je vais rajouter des ions HO- ici. Et forcément, je dois rajouter aussi à gauche pour ne rien changer. Et donc H+ et HO-, ça va être égal à H2O. Et cette eau-là va se simplifier avec l'eau qui est à gauche. Et donc vous allez vous retrouver, en fait, donc là je peux l'enlever, hop, ça c'est facile, vous allez vous retrouver uniquement avec cette équation-là. Ça c'est parce qu'on est en milieu basique. Donc voilà, le petit piège ici sur cette question, c'était de penser qu'on était en milieu basique. Et vous avez la première demi-équation. On a dit, si je reprends mon diagramme potentiel pH, l'oxygène, lui, il va se transformer en eau, H2O. Donc là, je dois écrire la demi-équation entre le dioxygène et l'eau, c'est-à-dire, je vais mettre du O2, je vais mettre H2O à gauche, donc j'équilibre les oxygènes, donc j'en mets 2 H2O, 4 H+, ça c'est ce qu'on connaît, plus 4 électrons. Là aussi, on est en milieu basique. Donc là aussi, on va rajouter des ions HO-, j'en rajoute 4 à gauche, et j'en rajoute 4 à droite. Et donc H+ et HO-, ça va donner 4 H2O à gauche. Vous voyez les 4 ici. Là, ici, je vais avoir 4 H2O qui vont se simplifier avec 2 H2O. Et donc, au final, ça va être simplifié. Et vous allez avoir uniquement 2 H2O à gauche. Voilà. Et après, il suffit de trouver l'équation bilan. Qui réagit avec qui? On le rappelle, on avait du MnOH2 qui va réagir avec le dioxygène, ici, pour former du MnOH3 et du coup des ions HO-. Donc après, il suffit juste d'équilibrer, c'est-à-dire que ici, vous pouvez par exemple multiplier cette équation-là par 4. Je vous rappelle que dans une équation bilan, l'équation de la transformation, vous ne devez pas avoir d'électrons. J'ai encore vu cette erreur. Donc ici, on y va, on additionne. Et donc, les HO- en fait vont se simplifier ici, quand on va additionner. Vous voyez, je vais avoir 4 HO-, puisque par 4 électrons, je multiplie juste par 4 pour avoir le même nombre d'électrons. Donc je vais avoir 4 HO- de part et d'autre. Et donc vous arrivez à l'équation qui est proposée dans le sujet. Voilà, dans le corrigé, pardon. J'espère que ça a été clair sur cette partie. On va essayer de se réentraîner sur un même type de dosage, parce que vous voyez que ça fait manipuler le diagramme potentiel pH, et on comprend plein de choses. Et notamment, on comprend la question 11, pourquoi on doit prendre un pH basique. Donc regardez ce diagramme potentiel pH, qu'est-ce qui se passe si on n'était pas à un pH basique, c'est-à-dire on était à un pH acide. pH acide, c'est un pH faible. Ce qui se passe, c'est que les ions Mn2+, ils seraient restés en ions Mn2+, ils ne se seraient pas transformés en ions, en précipité MnOH2. Et ces ions Mn2+, regardez ici, là, ils ont un domaine commun avec le dioxygène, donc il n'y aurait pas eu de réaction. Ils auraient pu coexister ensemble, aucun problème. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord un pH basique, et ensuite on va acidifier la solution. Voilà, sur la suite, je vous laisse regarder ce que je voulais vous dire, c'était sur la suite ici, 12-13, je vous laisse regarder le corrigé. Voilà, on va arriver à la question 14. La question 14, c'est écrire la réaction d'oxydoréduction qui a lieu. Alors, la réaction d'oxydoréduction qui a lieu, si je reprends on est à la 3e étape. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'on rajoute du I- et que ça se transforme en I2, et en fait, on vous donne les couples. Donc, il suffit juste, encore une fois, il faut refaire ce qu'on connaît. Si on vous donne des couples, ce que je sais bien faire, c'est écrire les demi-équations, normalement. I2, I-, je vais ici, hop,
je mets 2 I-, et donc du coup, je dois rajouter 2 électrons. Et qu'est-ce qui va... Quel est l'autre couple? L'autre couple, c'est Mn3+, Mn2+. Et donc, parce qu'en fait, on est arrivé à du manganèse d'oxydation 3, on l'a vu précédemment. Oui, dans la suite, j'aurais pu terminer. Dans la suite, en fait, donc on a formé du MnOH3, et après on acidifie la solution, donc en fait on va avoir des ions Mn3+, une fois qu'on a acidifié la solution. Et donc j'écris cette équation entre Mn3+, et Mn2+, donc on y va, ça me donne Mn3+, plus un électron donne Mn2+. Et après, j'écris la relation, donc je sais que je forme du diode, je sais que ici c'est le texte qui me dit, c'est du diode qui est formé, c'est des ions I- que j'ai mis, donc forcément ça va être Mn3+, qui va réagir, avec I-, ici attention, là je dois multiplier par 2 pour faire disparaître les électrons, donc je vais avoir 2 Mn3+, plus 2 I- donne I2 plus Mn2+. Ici, ça, c'est une étape que je ne vois pas suffisamment dans vos copies. En oxydoréduction, pour avoir l'équation de la réaction, il faut absolument partir des demi-équations. Là, vous avez encore quelque chose que vous pouvez peut-être deviner en jouant sur les coefficients, mais des fois, ça peut être trop compliqué. Donc, il faut vraiment partir des demi-équations. Il faut que je le voie dans votre copie, ça. On part des demi-équations pour arriver à l'équation d'oxydoréduction. Sinon, c'est sûr, ça va donner lieu à des erreurs, et j'en ai vu qui font des erreurs, notamment sur les charges ici, sinon vous avez des charges qui sont pas équilibrées. Voilà, et là on applique, vérifier qu'elle est quantitative, il faut calculer sa constante d'équilibre, c'est le texte qui vous le dit, donc j'exprime sa constante d'équilibre, et là j'applique la formule, parce que je sais mon cours, c'est 10 puissance n sur 0,06, n étant le nombre d'électrons échangés. Il y en a combien ici d'électrons échangés? Il y en a 2. Donc je vais directement remplacer ce n par 2. Vous voyez, on a multiplié par 2, donc il y a 2 électrons échangés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait, tac, ici, on fait E06, E03, le potentiel standard de Mn3+, Mn2+, moins le potentiel standard de I2, I-. J'écris ma réaction qui a lieu dans le sens direct, je fais donc toujours le potentiel standard le plus grand, moins le plus petit pour avoir un cas, si j'écris bien ma réaction, pour qu'elle ait lieu dans le sens direct. Donc ici, c'est donc 1,5, le potentiel standard de Mn3+, Mn2+, moins 0,62. Et voilà, ça c'est une formule qui est à connaître, je peux l'encadrer ici, mais il faut la maîtriser. Ça vous permet d'aller vite, vous voyez que les sujets de chimie sont souvent assez longs, et donc là il faut vous l'appliquer directement, aucun problème. Et donc vous arrivez, après calcul, vous arrivez à 10 puissance 29. Donc c'est très grand devant 1, donc on y va, ça fait une réaction quasi totale. On met à chaque fois les phrases de conclusion pour être sûr d'avoir les points. Quasi totale, donc elle est bien quantitative. Quantitative, ça veut dire que ce que vous voulez, vous, c'est que, je vous rappelle, les ions Mn3+, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à l'oxygène qui a réagi avec MnOH2, et donc vous voulez qu'il n'y en ait plus. Donc lui, les ions I-, vous allez les ajouter en excès, et donc vous voulez être sûr qu'à la fin vous ayez plus d'ions Mn3+. Comme ça, vous avez la quantité de formée de I2 va être directement reliée à ces ions Mn3+. Voilà, là on est dans la partie un peu dure de ce sujet, c'est pas évident. Après, il y a une quatrième étape ici. Question 15, c'est encore pareil, je vous laisse regarder la correction. Ici, il n'y a pas de difficulté, souvent elle a été bien traitée. Question 16, on en reparlera. Là aussi, je le fais pas
question 16, hein, c'est pas évident. Il faut bien faire attention, on fera une petite séance sur les dosages. Mais à chaque fois, il faut faire attention aux coefficients stoichiométriques. J'avais mis 10 points sur cette question. Il y en a qui ont réussi à quasiment aller jusqu'au bout. Mais il faut faire attention, voilà, à chaque fois, il faut réécrire toutes les autres équations. Donc si on n'a pas réussi les autres questions, cette question 16 est quasiment infaisable. Voilà, ensuite sur la suite. Alors, c'était quoi la suite? C'était la cinétique. Il me manque une page. C'était la cinétique, voilà. Question 17, question 18 sur cette cinétique. J'en parle pas, c'est du cours. Hein. Vous voyez que là, j'ai mis 8 points en tout sur ces questions. Si vous aviez tout, l'équation différentielle écrite, puis résolue, puis le temps de demi-réaction, ça faisait 4 points pour la question 17, 4 points pour la question 18. Voilà, il y en a qui n'ont pas ces points, c'est bien dommage. Il n'y a pas de difficulté. Et des fois, attention, j'ai vu pas mal d'erreurs de signes. Ici, on vous demande de trouver la valeur probable de alpha. Donc là, ici, j'avais dû... non, j'ai pas refait. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Trouver la valeur de alpha. Bah, ici, il faut calculer le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié des réactifs a été consommé. Ici, il vaut à peu près 7 minutes. Hein. Vous voyez qu'on part de 100, on atteint 50 au bout d'environ 7 minutes. Et c'est pareil sur, en fait, toutes les courbes. Donc ça suggère que alpha égale 1. Mais ça, il faut bien le justifier. J'ai pas assez vu de justification dans vos formules. C'est parce que le T de 1,5 est indépendant de la concentration en réactif, c'est-à-dire en O3. Ne dépend pas. Et ça, il faut l'écrire dans vos formules de O3 initiales qu'on note avec un petit 0 ici. Voilà, en déduire la valeur de la constante de vitesse, attention aux unités. Cette constante de vitesse, elle a une unité. Si vous n'avez pas mis unité, j'ai pas mis les points. Voilà. Le rôle du charbon actif, ça a été bien réussi, c'est un catalyseur. Donc ça, pas de problème. L'énergie d'activation, ça a été assez mal réussi. Il suffit de connaître la loi d'Arrhenius, ça vous la connaissez. Et je vous laisse regarder le corriger, il faut l'exprimer à ces deux températures. Et après, il n'y a pas de difficulté, hein, il faut faire le rapport, en fait, entre les deux lois d'Arrhenius exprimées à deux températures différentes. Je vous laisse regarder. Le corriger. Alors là, j'ai pas fait ça, je vais le faire tout de suite. Pardon, excusez-moi. Voilà. On arrive sur l'approche thermodynamique. Donc là aussi, hein, j'ai été déçu de cette partie. Parce que c'est des questions, hein, encore une fois, que vous aurez le jour du concours. C'est sûr, il y aura des questions vraiment de même style. Hein. L'approximation des Ingham, question 22, pardon. L'approximation des Ingham, c'est quoi? C'est uniquement delta RH standard égale constante et delta RS standard et, hein, j'ai mis un point pour avoir les deux, la question c'est sur 2 points, mais pour avoir les 2 points, il fallait bien mettre les deux. C'est vraiment tout ça, l'approximation des Ingham. Dans les erreurs que vous avez mis, alors j'ai vu des justifications comme quoi on négligeait la température devant delta RH standard, ce qui ne veut rien dire, ou alors que la température ne variait pas. Si la température elle peut varier, mais si elle varie et qu'il n'y a pas de changement d'état, on peut considérer que ces deux grandeurs sont constantes. Attention, parmi les erreurs que j'ai trouvées, c'est surtout pas delta RG0 qui est égal à une constante. Pourquoi? Parce que delta RG0 c'est delta RH standard moins T delta RS standard. Et donc c'est absolument pas constant à cause de ce T ici. Hein. Vous voyez que la température, si la température varie, l'enthalpie libre, elle varie. Question 23, pas mal d'erreurs aussi. Hein. Pas mal d'erreurs parce que la question, hein, vous voyez qu'on vous a mis du AT plus B. Donc il faut identifier, mais il faut se souvenir. Et je pense que peut-être, j'espère, vous avez été trompé par le sujet, mais c'est bien H moins TS. Et donc les deux grandeurs sont négatives. Donc si
là aussi on apprend, dès que delta RH est inférieur à 0, c'est exothermique. Dès que delta RS standard est inférieur à 0, on a une réaction qui consomme des gaz. Donc vous avez en fait une diminution, là aussi il faut bien le dire, hein. J'ai vu des copies qui ne justifient, enfin dont la justification ne voulait pas dire grand chose, je l'ai mis, hein. La réaction, ce qu'il faut mettre, c'est que la réaction consomme des gaz. Il y a moins de gaz dans les produits que dans les réactifs. Je vous rappelle parce que l'enthalpie molaire du gaz est nettement plus grande que l'enthalpie molaire des liquides et des solides. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse uniquement au gaz. Donc là c'est exothermique. Voilà, question 25, question de cours. Pardon, 24, on a précisé dans quel domaine de température. Là aussi je vous laisse regarder le corriger, je ne la corrige pas, mais ça a été réussi. Il y en a pas mal qu'on réussi à trouver, hein. C'était 1000 Kelvin, il suffit juste de partir de l'expression de K pour que ce soit supérieur à 1 et de connaître, il fallait connaître une chose, c'est que dans cette question 24, c'est que delta RG standard c'est égal à moins RT ln de K, K standard. Voilà. Et ensuite, question 25, c'est du cours, définir l'enthalpie libre de réaction. Là aussi, vous ne connaissez pas assez votre cours pour la plupart d'entre vous, puisqu'il y a eu des erreurs. Là, des questions à retravailler, hein, c'est des questions, là aussi, archi classiques, 26, 27, 28, 29. Donc là, si je cherche l'influence je cherche une influence sur K standard. Ici, je vais donc chercher à voir comment ça varie. Donc, plusieurs réponses possibles. Attendez, je vais remettre ça pour avoir un peu de place dans une nouvelle fenêtre. Plusieurs réponses possibles. Hop. Question 26. Vous avez repéré que la réaction était exothermique. Exothermique, ça veut dire qu'elle dégage de la chaleur. Donc, on se doute bien que si on augmente la température du milieu, ça va pas être bon et la réaction, hein, elle va moins pouvoir se faire. Donc ce qu'il faut ici dire, c'est, vous pouvez justifier comme ça, hein, comme c'est exothermique, augmenter la température va déplacer l'équilibre dans le sens indirect. Ou autrement dit, vous le justifiez avec Van 't Hoff, et surtout pas avec autre chose que Van 't Hoff. Encore faut-il connaître cette relation de Van 't Hoff, c'est que la dérivée de le logarithme népérien de K standard par rapport à la température, c'est égal à delta R H standard sur RT carré. Comme delta RH standard, on a montré qu'il était négatif, la réaction était exothermique, ça je sais que c'est inférieur à 0. Donc si T augmente, on est dans la température, si T augmente, ça veut dire que K standard diminue. Et si K standard diminue, la réaction a lieu dans le sens indirect. Donc l'équilibre, il est déplacé dans le sens indirect, dans le sens des produits, des réactifs. Voilà, ensuite, question 27, là c'est, encore une fois, c'est du cours, hein, il suffit de connaître l'activité d'un gaz. Si vous ne l'avez pas réussi, je vous encourage vraiment à la refaire. Question 28 aussi, c'est du cours. Et question 29, là cette fois, on ne s'intéresse plus à la constante d'équilibre, on s'intéresse au quotient réactionnel. Voilà, en général, A et C, ça a été réussi. A et C, ceux qui ont bien appris leur cours, savent le faire. Par contre, B, c'était un peu plus délicat parce que s'il y a du dioxygène pur, si vous augmentez NO2, donc là c'est NO2 qui augmente, il n'y a pas que NO2 qui augmente, il y a aussi N tot qui augmente, le nombre total, hein, puisque N tot c'est la somme de toutes les espèces gazeuses, c'est-à-dire c'est la quantité de trioxyde de soufre, la quantité de matière de trioxyde de soufre, plus du dioxyde de soufre, plus du dioxygène.
Et donc, il faut évaluer comment le rapport change. Il se trouve que le rapport, puisque dans le constante d'équipe, c'est un rapport, il diminue. Le rapport entre ntot et NO2 diminue. Donc voilà, ça c'est bien détaillé dans le corrigé. On termine quasiment la fin de ce sujet, c'était une approche cinétique. Ici, il faut aller bien lire la question, c'est sur la cinétique. Sur la cinétique, la pression et la température, ce sont ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. En général, ils augmentent la vitesse de la réaction. Donc voilà ce qu'on peut dire. Question 31, la question pourquoi on travaille à un bar. Là aussi, c'est assez classique, je pense, ce qui est attendu, c'est une justification par exemple pour des questions de simplicité ou de coût. C'est plus facile de travailler à pression atmosphérique qu'à une autre pression, j'imagine. Après, voilà, ce qu'on vous demande, c'est que vous avez θ ici, θ en pourcentage, on vous dit que c'est le taux de conversion, c'est-à-dire la quantité finale que vous avez en trioxyde de soufre sur la quantité initiale que vous avez en dioxyde de soufre. Et ce taux de conversion, il est bon, il est presque de 100% à température faible, et plus vous augmentez la température, plus il va baisser. Évidemment, question 32, si vous m'avez mis ça, j'ai pas mis de point, parce que n'importe qui peut le voir dans le tableau. C'était commenter ces résultats en interprétant l'évolution de θ avec la température. Donc évidemment, il faut le mettre, que si T augmente, ça veut dire que θ diminue. Je vous rappelle, la réaction elle est exothermique. Si on a une réaction exothermique, c'est bien ce à quoi on s'attend. Donc ici, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça correspond bien avec l'analyse de la thermodynamique qu'on a fait. Par contre, sur la cinétique, si T augmente, la vitesse de réaction, d'un point de vue cinétique, elle doit augmenter. Et donc là, c'est pas ce qu'on voit, puisque si T augmente, le taux de conversion, il diminue. Donc ici, ce qui est attendu, je pense, dans ce... Ici, c'est faire un commentaire sur c'est bien la thermodynamique qui l'emporte. C'est toujours un duel entre cette thermodynamique et cette cinétique. C'est deux aspects d'une transformation. Mais ici, c'est bien la thermodynamique qui l'emporte, puisqu'on a bien la bonne variation avec notre étude thermodynamique qu'on a faite précédemment. Maintenant, on est, question 33, sur un débit plus important. Et cette fois, sur un débit plus important, on voit que ça augmente, θ augmente jusqu'à 500, et puis après, il chute jusqu'à 1000. Et le fait qu'ici, il y a une augmentation, en fait, c'est le fait que la cinétique ici, ça c'est cohérent avec la cinétique, et donc ici, c'est la cinétique qui va dominer, en gros, qui va l'emporter sur la thermodynamique, alors que dans cette plage de température, vu la variation qu'on a, c'est bien la thermodynamique qui l'emporte. Voilà sur ce sujet. On va arrêter là. J'espère que c'est une vidéo qui vous a été utile. Et donc je vous encourage vraiment à retravailler ce sujet, à savoir traiter vraiment l'ensemble de ces questions, peut-être excepté hormis le dosage sur la méthode de Winkler qui est un peu plus spécifique, mais sinon il faut réussir à traiter ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.